totalement de travailler. Au bout de 3 mois de grossesse, mon gynéco a voulu justement me mettre à la. Il a toujours été respectueux avec moi. Quelques mots seulement, prononcés d'une voix calme, presque clinique, qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel très lourd du show business français. Au moment où l'ancienne Miss France, Élodie Gossuin, prononce cette phrase à la télévision, la France entière retient son souffle, car l'homme dont elle parle n'est pas n'importe qui. Patrick Bruel a longtemps été l'idole intouchable de toute une génération, l'artiste adulé et le visage rassurant des grands succès. Mais aujourd'hui, ce symbole est pris au piège dans une spirale d'une pression médiatique inouïe. Pour comprendre le choc de cette déclaration, il faut remonter au mois de mai 2026, au cœur du prestigieux théâtre Édouard VII. Alors que l'artiste est sur scène, des militantes masquées surgissent dans l'obscurité en hurlant au milieu des alarmes stridentes. Le rideau tombe en urgence sur un homme figé, stupéfait, contraint de fuir par une porte dérobée, loin des applaudissements habituels. Comment cet empire de plus de 40 ans a-t-il pu vaciller si rapidement ? Depuis des mois, les révélations tombent les unes après les autres, forçant chaque personnalité ayant croisé sa route à prendre position. Dans ce climat suffocant, où le silence n'est plus permis, il faut choisir son camp sous l'œil impitoyable du public. C'est dans cette tempête qu'une voix inattendue s'est fait entendre, celle d'Élodie Gossuin. Femme d'influence, mère de famille et incarnation même de la droiture, elle possède un parcours sans la moindre tâche depuis plus de 20 ans. Tout le monde l'attendait au tournant, car c'est sous le regard de Patrick Bruel, alors membre du jury en l'an 2000, qu'elle a vu sa vie basculer en remportant sa couronne. Allait-elle ajouter sa voix au cœur des accusations, ou se taire par peur du jugement populaire ? La réponse est tombée, précise et déroutante, refusant de céder à la panique générale. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette apparente simplicité se cache une mécanique psychologique redoutable que peu de gens ont saisie. Cette prise de parole n'est pas seulement l'histoire d'une icône en pleine tourmente, c'est le miroir de nos propres illusions face au pouvoir de la célébrité. Accrochez-vous, car nous allons décrypter ensemble ce qui se murmure vraiment dans l'ombre des projecteurs. Pour mesurer l'ampleur du séisme, il faut demander à ceux qui ont connu les années 90 de se souvenir. Souvenez-vous de cette ferveur collective, de cette époque où l'on ne parlait plus d'un simple succès musical, mais d'un phénomène de société, la fameuse Bruelmania, des avenues entières bloquées, des foules en larmes, un engouement que les experts de la radio comparaient sans hésiter à la folie mondiale entourant les Beatles. Lorsqu'un homme atteint un tel sommet d'idolâtrie, quelque chose se transforme inévitablement. L'admiration inconditionnelle du public crée une aura, un bouclier invisible que les psychologues appellent l'effet de halo. Nous finissons par croire que celui qui chante si bien nos émotions, celui qui participe aux nobles causes des restos du cœur, doit forcément être irréprochable dans l'intimité. Mais que se passe-t-il vraiment lorsque les caméras s'éteignent et que les portes des hôtels de luxe se referment ? Dans l'ombre des coulisses, un tout autre portrait commence à se dessiner, raconté par des voix longtemps étouffées par le poids de cette célébrité écrasante. Flavie Flament, animatrice de renom, a été l'une des premières à jeter une pierre dans la mare en décrivant un trou noir absolu, un moment de bascule glaçant survenu alors qu'elle n'avait que 16 ans. Le récit de Karine Vizer, une attachée de presse présente à ses côtés en 2010, est encore plus déroutant. Elle raconte avoir été poussée dans un coin fermé, soumise à une pression insistante où les mots de l'artiste résonnaient comme une certitude troublante. « Tu vas aimer, je sais que tu attends ça ». Ce qui l'a le plus pétrifié n'était pas seulement la contrainte physique, mais la métamorphose effrayante qui a suivi quelques secondes plus tard. Elle décrit une véritable poker face, un visage de marbre capable de reprendre instantanément le sourire chaleureux et l'élégance de l'homme public pour aller répondre aux interviews télévisées. C'est précisément cette dualité insaisissable qui terrifie les témoins et trouble aujourd'hui l'opinion. Comment un tel gouffre peut-il exister entre l'icône adulée par les foules et l'homme froid, mécanique, décrit par ces femmes dans le huis clos des loges, Tetermich. Pendant des décennies, le silence a été la règle d'or d'un système conçu pour protéger ses rois. Face à une montagne de pouvoir, d'influence et de contrats millionnaires,
La parole d'une jeune femme isolée ne pesait rien. Elle risquait même de voir sa propre carrière brisée. Il aura fallu du temps, énormément de temps, pour que ces récits épars trouvent enfin une résonance et déclenchent une réaction en chaîne que plus personne, pas même le gendre idéal, ne peut désormais contrôler. L'affaire ne se limite plus désormais aux simples rumeurs de couloirs ou aux débats enflammés des plateaux de télévision. Elle a franchi les portes solennelles des palais de justice pour s'installer Tren Mojiaratoan, Toan Ki Tuat Vangiem Ngat. Ce dossier d'une envergure inédite se transforme en une véritable partie d'échecs où chaque décision peut sceller un destin de 40 ans. L'accumulation des déclarations donne le vertige aux observateurs les plus aguerris du monde judiciaire français. On parle désormais de plus d'une trentaine de témoignages concordants et de près d'une douzaine de plaintes officielles déposées auprès des autorités. Face à cette déferlante, une question centrale obsède les juristes, celle de la prescription des faits. C'était sans compter sur la détermination des magistrats et l'évolution moderne de l'arsenal juridique de notre pays. Les procureurs examinent actuellement une stratégie d'une subtilité redoutable que l'on appelle le mécanisme de la connexité. Ce levier permet de relier plusieurs procédures distinctes entre elles si un lien logique et structurel les unifie de manière évidente. Si les enquêteurs parviennent à démontrer la répétition exacte d'un même mode opératoire, le scénario change du tout au tout. Il suffit alors qu'une seule plainte récente implique une victime mineure au moment des faits pour que les verrous du temps sautent. Cette connexité technique permet d'ouvrir à nouveau les dossiers que l'on croyait protégés par l'oubli, comme l'enquête d'Ophélie. Face à cette menace directe qui pèse sur son honneur, l'artiste a choisi de rompre le silence de manière solennelle. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, il récuse avec une fermeté absolue la moindre forme de contrainte ou de manipulation. Ses avocats martèlent que toutes les relations de sa vie ont été pleinement consenties et mutuelles. But dans le tribunal de l'opinion publique, les arguments techniques de la défense peinent à freiner l'effet domino. Un vent de panique va mosu kantrong tojo jan bua vai kach na jiu han kwa ngan kong ngiep gyai tri va truyen tong. La rupture culturelle est immédiate, brutale et frappe l'artiste là où il tirait toute sa légitimité populaire. Les grandes stations de radio nationale, à l'image de Chéri FM ou M Radio, prennent la décision historique d'alléger leur programmation. Leurs antennes cessent progressivement de diffuser les succès légendaires qui ont fait chanter la France pendant des décennies. Du jour au lendemain, la voix de l'idole s'estompe sur les ondes, marquant le début d'un isolement médiatique sans précédent. À la télévision, les grilles de programmes s'adaptent elles aussi avec une rapidité qui témoigne de la gravité de la crise. Des producteurs influents décident d'interdire aux candidats de leurs jeux musicaux de reprendre les chansons de Patrick Bruel. Cette consigne stricte vise à éviter toute polémique en direct et à protéger l'audience d'un malaise généralisé. Le coup de grâce symbolique survient au milieu d'une nuit de réflexion intense, loin des projecteurs et des caméras. Par un message ému adressé à l'ensemble de la troupe, l'artiste annonce son retrait volontaire du grand rassemblement des enfoirés. Après 33 ans d'une fidélité absolue à la cause des Restos du Cœur, il choisit de s'effacer pour préserver l'institution. Ce renoncement historique résonne comme un aveu de la gravité de la tempête qui secoue l'édifice de sa carrière. L'artiste abdique son rôle de grand rassembleur populaire pour éviter que les polémiques ne viennent polluer une œuvre de solidarité nationale. L'absence de ce pilier historique laisse un vide immense et confirme la fin d'une époque d'impunité apparente. Les répercussions financières et logistiques ne tardent pas à suivre, confirmant l'effondrement concret de ce gigantesque empire commercial. Sa société de production se voit contrainte d'officialiser l'annulation de plusieurs dates majeures prévues dans la capitale. Plus d'une quinzaine de concerts programmés dans les grands festivals de l'été sont purement et simplement supprimés de l'agenda. Dans les coulisses feutrées des grands plateaux de télévision, une atmosphère lourde s'est installée de manière invisible. Le show business français, cette grande famille si prompte à afficher une unité de façade, se fissure aujourd'hui avec une violence symbolique sidérante. C'est un séisme silencieux qui ébranle les fondations d'un empire artistique que l'on pensait intouchable.
Face à l'accumulation constante de témoignages complexes, une profonde ligne de fracture divise désormais ce microcosme privilégié. La méfiance s'immisce dans chaque conversation privée, transformant les accolades chaleureuses en salutations distantes et minutieusement calculées. Personne ne veut commettre l'erreur stratégique fatale qui scellera la fin d'une carrière sous la pression immédiate de l'opinion. La peur du désaveu social dicte désormais les comportements et les prises de parole des figures les plus en vue. D'un côté, la transition des mentalités pousse des artistes déterminés à briser définitivement les silences corporatistes du passé. Des voix respectées comme Vanessa Demouy ou la chanteuse Zazie s'élèvent courageusement pour légitimer la parole des personnes qui s'expriment enfin. À l'autre extrémité de ce spectre moral, une prudence extrême et presque paralysante s'empare d'une large partie des célébrités françaises. Une figure majeure comme Vanessa Paradis choisit ainsi de garder une réserve stricte, refusant d'endosser le rôle de censeur avant les conclusions officielles. Cette position rappelle l'importance des règles du droit face à l'immédiateté des jugements populaires. C'est dans ce contexte de polarisation extrême, où la neutralité est devenue impossible, que tous les regards se braquent vers une personnalité inattendue. Élodie Gossuin incarne depuis plus de 2 décennies la droiture absolue, la mesure constante et une existence publique sans zone d'ombre. Elle est devenue, au fil des ans, la référence de la respectabilité, une femme de médias dont la sincérité est totale. Son parcours inspire une confiance absolue, mais son destin professionnel reste historiquement lié à l'homme qui se trouve aujourd'hui au centre du cyclone. Souvenez-vous de cette soirée mémorable de décembre 2000 où le pays entier célébrait la naissance d'une nouvelle figure de l'élégance nationale. Au sein du prestigieux jury chargé de désigner la lauréate siégeait un Patrick Bruel au faîte de sa gloire. C'est sous son regard attentif et grâce à sa validation symbolique que la trajectoire de la jeune reine de beauté a pris un virage décisif. Durant un quart de siècle, ils ont partagé de nombreux plateaux de télévision et soutenu ensemble les mêmes œuvres caritatives. Alors, lorsqu'elle accepte l'invitation d'Isabelle Morini-Bosc sur Isa TV1, la tension devient palpable tant l'enjeu est grand. Si elle choisit de défendre l'artiste par fidélité au passé, l'opinion publique l'accusera immédiatement de complicité et de mépris des souffrances. A l'inverse, si elle l'accable pour protéger sa propre image, elle sera perçue comme une alliée opportuniste cédant à la panique générale. C'est un fardeau mental considérable imposé à Élodie Gossuin, dont la foule attend un arbitrage moral définitif. Pourtant, dotée d'une grande clairvoyance, Élodie Gossuin va refuser ce dilemme toxique et va neutraliser la frénésie ambiante en quelques secondes. Sa réponse, d'une justesse chirurgicale et d'une retenue exemplaire, va surprendre les observateurs en offrant une véritable leçon de dignité. Pour comprendre la portée réelle de ce coup de maître linguistique, il nous faut maintenant disséquer chaque mot de sa fameuse déclaration afin de découvrir comment elle a redéfini les règles du débat. Il a toujours été respectueux avec moi. 8 mots seulement. 8 mots d'une précision chirurgicale prononcés sans une once d'hésitation ni de colère. Derrière cette apparente simplicité se cache en réalité un chef-d'œuvre de communication et de diplomatie psychologique. Pour comprendre la puissance de cette déclaration, il faut d'abord analyser ce qu'Élodie Gossuin choisit délibérément de ne pas dire. Elle ne dit pas que Patrick Bruel est innocent des accusations majeures qui pèsent sur lui. Elle ne prétend pas détenir la vérité absolue sur la vie privée de l'artiste. Elle ne se positionne jamais comme un témoin de moralité générale pour effacer les zones d'ombre du dossier. A l'inverse, elle refuse également d'affirmer que les autres femmes mentent ou inventent leurs récits. En utilisant le pronom personnel « moi », elle délimite de manière stricte le territoire de sa parole. Elle ramène le débat à son unique vécu, à sa propre trajectoire, refusant d'être dictée par la panique collective. C'est une nuance linguistique fondamentale qui désamorce instantanément le piège tendu par le tribunal de l'opinion publique. Mais le coup de maître d'Élodie Gossuin ne s'arrête pas à cette restriction personnelle. Quelques instants plus tard, elle fait preuve d'une honnêteté intellectuelle et d'une lucidité qui vont surprendre tous les observateurs.
Elle cite explicitement les déclarations complexes d'autres anciennes reines de beauté, notamment celles de Valérie Bègue et de Florima Trébor. Par ce geste courageux, elle démontre qu'elle n'est pas dans le déni de la réalité. Elle n'est pas une alliée aveugle qui cherche à ignorer la gravité de la situation pour protéger son confort personnel. Elle valide l'existence de témoignages radicalement différents du sien, reconnaissant que plusieurs versions d'un même homme peuvent coexister. Elle accepte l'idée que son expérience positive ne doit pas servir de bouclier pour invalider ou mépriser la douleur des autres. C'est une véritable leçon de nuance donnée à une époque moderne obsédée par la polarisation binaire et les jugements expéditifs. À une société qui exige constamment de choisir un camp, d'aduler ou de détruire, Élodie Gossuin propose une troisième voie, celle de la vérité factuelle de son propre vécu, sans pour autant insulter l'avenir ni le passé des personnes blessées. Ce positionnement d'une rare maturité montre à quel point elle refuse d'être instrumentalisée par la machine à scandale. Elle refuse de transformer son histoire en une arme de défense pour l'artiste, tout comme elle refuse de le condamner avant le verdict des magistrats. C'est sans doute la posture la plus difficile et la plus solitaire à tenir dans le show business contemporain. Rester droite sous la tempête, sans trahir ses souvenirs ni mépriser la parole d'autrui, demande une force morale hors du commun. Sa voix devient ainsi une boussole de dignité dans un océan de certitudes bruyantes et de condamnations médiatiques hâtives. Elle démontre avec brio que la complexité de la nature humaine ne peut pas être résumée à un simple mot d'ordre ou à un courant d'opinion. Un même individu peut laisser des souvenirs d'une élégance rare chez une collaboratrice et faire l'objet de contestations majeures chez d'autres. Cette coexistence des vérités nous amène inévitablement à nous poser la question la plus profonde de cette époque sur notre rapport à la célébrité. Comment cette affaire redéfinit-elle notre façon de regarder ceux que nous avons tant aimés et applaudis ? Au-delà de la trajectoire personnelle de Patrick Bruel, cette affaire complexe agit comme un miroir tendu à notre propre société. Elle met en lumière deux mécanismes psychologiques extrêmement puissants qui influencent nos jugements nos jugements, l'effet de halo et le biais de confirmation. L'effet de halo nous pousse inconsciemment à croire qu'une personnalité admirée pour son immense talent est forcément irréprochable dans sa vie privée. C'est pour cette raison précise que la confrontation avec la réalité d'une idole est toujours une épreuve si douloureuse pour le public. Nous refusons d'admettre que l'artiste qui a accompagné nos plus beaux souvenirs puisse posséder une facette invisible et profondément différente. À l'inverse, le biais de confirmation pousse chacun à ne retenir que les informations qui confortent toute sa propre opinion préexistante. Les admirateurs de la première heure chercheront le moindre indice positif pour valider leur confiance de toujours. Ceux qui sont convaincus de la culpabilité verront dans chaque nouvelle contestation une preuve définitive avant même le verdict officiel. C'est précisément ici que réside la valeur fondamentale de la posture adoptée par Élodie Gossuin. Elle nous rappelle avec force qu'accueillir et écouter des témoignages ne signifie pas pour autant prononcer une condamnation immédiate. Dans une société moderne et équilibrée, la présomption d'innocence demeure le rempart ultime contre l'arbitraire et la justice spectacle. Écouter la parole des personnes en souffrance est un progrès indispensable de notre siècle, mais respecter les droits fondamentaux l'est tout autant. Aucun tribunal médiatique, aucune arène numérique ne pourra jamais se substituer au travail rigoureux et patient des magistrats. L'héritage des grandes évolutions sociétales récentes n'est pas d'apprendre à condamner plus vite, mais d'apprendre à analyser avec plus de recul. Deux réalités apparemment contradictoires peuvent parfaitement exister simultanément dans l'attente d'une décision juridique claire. C'est dans cet espace de nuance, de silence et de dignité que se construit la justice, loin des passions éphémères de l'actualité. Une dernière question essentielle mérite alors d'être posée à chacun d'entre vous. Peut-on encore regarder nos idoles de la même manière, ou avons-nous enfin appris à séparer définitivement l'œuvre de l'homme ? Vous qui avez traversé les époques et connaissez la complexité des trajectoires humaines, votre avis possède une valeur inestimable pour le débat. Partagez votre réflexion
avec le plus grand respect dans l'espace des commentaires ci-dessous. Si cette analyse en profondeur vous a apporté un éclairage nouveau sur les coulisses de ce dossier, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes exclusives.